Bienvenue sur la chaîne FRBI. C'est une nouvelle chaîne qui a pour vocation de former en français à Power BI. Et donc la thématique du jour, ce sont les nouveautés d'octobre 2018. Pourquoi FRBI? Tout simplement puisque je suis parti d'un constat simple, il existe très peu de ressources en français sur, Power BI, donc c'est compliqué pour se former, quand on ne parle pas, anglais. Les nouvelles fonctionnalités, sont également commentées, par Microsoft, sur leur blog officiel, mais, là encore donc, en anglais et pourtant c'est un outil qui est fortement évolutif puisque en moyenne, il y a 18 nouvelles fonctionnalités qui sortent, chaque mois. Vous voyez, hein, sur le graphique, mois par mois, le nombre de fonctionnalités publiées par Microsoft, sur l'outil, desktop, de, Power BI. Donc l'objectif de la chaîne FRBI, c'est quoi? C'est de faciliter la diffusion en français des nouvelles fonctionnalités de Power BI et d'aider plus globalement à la compréhension générale des utilisateurs, de Power BI en resituant les nouvelles fonctionnalités dans leur contexte. Alors moi personnellement qui je suis? Je m'appelle Jérôme Viguier, je suis certifié Microsoft Power BI depuis 2017 et je suis expert comptable. Au sommaire donc des nouveautés d'octobre 2018 sur Power BI Desktop, il y a 21 nouvelles fonctionnalités. Donc c'est une publication assez dense sur ce mois d'octobre. Donc j'ai réparti comme le fait Microsoft les nouvelles fonctionnalités par catégorie. Donc on va retrouver la préparation des données, la modélisation des données, le reporting, l'analyse des données, le développement finalement de visuels personnalisés par des éditeurs tiers et une catégorie sur la connectivité, donc c'est-à-dire les nouveaux connecteurs et d'autres catégories qui ne rentrent pas dans les catégories précédemment citées. Donc on va commencer par la catégorie préparation des données. Je vais vous démontrer donc la fonctionnalité profilage des données. Concrètement, le profilage des données, c'est une version, enfin c'est une option en préversion, donc en phase de test, si on peut dire. Donc pour aller activer l'option, vous allez dans Fichier, Options et paramètres, Options. Et là donc vous avez un menu qui s'affiche où vous avez dans Global, fonctionnalité en préversion et ici activer le profilage de la colonne. Donc là personnellement je l'ai déjà activé, ce qui veut dire que l'option est en fonctionnement. Et donc ça se passe finalement dans l'éditeur Power Query. Donc pour aller dans Power Query, je vous le rappelle, vous appuyez tout simplement sur modifier les requêtes, par exemple dans le donné de visualisation de la table. Et l'éditeur de requêtes, voilà, quand vous activez l'option profilage de données, vous avez cette petite barre qui vous indique finalement le pourcentage et le nombre de valeurs valides, en erreur ou vides. Donc là, j'ai fait une petite table avec une entrée manuelle de champs. Donc vous avez un champ identifiant. Vous voyez, vous avez une valeur vide, vous avez des doublons, notamment sur l'identifiant numéro 2. Et donc il va falloir qu'on nettoie cette table, puisque pour l'instant, le fait d'avoir enfin une valeur vide et des doublons, le modèle va moins bien fonctionner si on connecte cette table et qu'on l'exploite. Donc, pour nettoyer cette table, vous avez plusieurs possibilités. Précédemment, avant que l'option n'existe, vous pouviez tout simplement cliquer sur l'entête de colonne et vous aviez les fonctionnalités supprimer les doublons, supprimer les erreurs et aussi remplacer les valeurs pour éventuellement remplacer les valeurs vides ou nulles par d'autres et vous pouviez également remplacer les erreurs. Maintenant, c'est très simple. Vous pouvez afficher des informations additionnelles en plus de cette petite barre qui est donc la qualité de la colonne. Donc là, vous voyez, vous avez ce petit menu qui apparaît avec également d'autres fonctionnalités. Donc vous avez quand vous avez des éléments vides, vous avez la possibilité de supprimer les éléments vides. Et si vous mettez la distribution de la colonne, vous voyez qu'ici, bah, concrètement, il y a une valeur qui apparaît beaucoup plus souvent que les autres. Et j'ai 6 éléments distincts et 5 éléments uniques.
Donc on verra tout à l'heure ce qu'est un élément distinct et une valeur unique. Et vous voyez qu'ici j'ai la possibilité de supprimer les doublons. Donc je vais commencer par supprimer les éléments vides. Voilà, je supprime l'élément vide. Donc vous voyez, il y a une nouvelle étape qui vient de s'afficher qui s'appelle ligne filtrée. On verra pourquoi ça s'appelle ligne filtrée tout à l'heure. Là donc, on voit bien que la valeur vide, elle a disparu. Ensuite, je vais aller supprimer mes doublons. Voilà. Et donc là, j'ai une table, vous voyez, la distribution, elle est parfaite. J'ai 5 éléments distincts, 5 éléments uniques. Donc c'est une table qui peut me servir de référentiel finalement, puisque j'ai mon identifiant de 1 à 5 avec mes produits et mes prix de vente. Donc là, la table, elle est exploitable, pas de souci. Donc comment fonctionne Power Query? En backstage, j'ai envie de dire. Donc là, le backstage, c'est finalement l'éditeur avancé que vous avez dans le menu accueil de l'éditeur Power Query. Et donc, on voit que les lignes que j'ai filtrées, c'est-à-dire quand j'ai indiqué de supprimer les erreurs, finalement, c'est une fonction table.selectRows qui est éditée dans Power Query, donc l'éditeur avancé de Power Query. Et on voit qu'il va filtrer les lignes qui sont différents de nul. Voilà, c'est ce symbole-là. Ensuite, pour les éléments en doublon, pour ce qu'ils appelaient supprimer les éléments en doublon, on voit que c'est une autre formule, c'est table.distinct ici. Et donc concrètement, là, Power Query va extraire tous les éléments distincts, toutes les valeurs distinctes de la colonne. Voilà. Donc cette fonction, elle est assez intéressante, mais je le rappelle, on avait déjà la possibilité, dans l'entête de colonne, de supprimer les doublons et de supprimer les erreurs. Donc dans cette nouvelle section, je vais vous présenter la fonctionnalité de la fusion approximative. La fusion approximative, c'est quoi? C'est la fusion approximative de requêtes à partir de l'éditeur Power Query précédemment. Avant la diffusion de cette fonctionnalité, on pouvait effectuer déjà des fusions entre les requêtes, c'est-à-dire entre les tables généralement, mais uniquement avec une parfaite correspondance des champs de fusion entre les deux tables. C'est-à-dire que Thomas, par exemple, devait correspondre à Thomas dans la deuxième table de manière parfaite. Et Kate devait correspondre à Kate dans la deuxième table. Donc là, on voit que dans l'exemple que je vais vous proposer, Thomas, il y a une correspondance parfaite. Par contre, Kate ou Loïc Rémy, il n'y a pas de correspondance parfaite. C'est-à-dire que Kate, il manque le K. Loïc Rémy, il est devenu Rémy. Pat, il est écrit en majuscule. Ici, c'est en minuscule. Et Chen Wang, finalement, il est devenu Chen Wan. C'est-à-dire qu'on n'a pas le G du fin du nom, de la fin du nom. Et on n'a pas l'espace non plus. Donc précédemment, avant cette nouvelle fonctionnalité de fusion approximative, on ne pouvait pas réconcilier ces deux tables. Maintenant, on peut, et je vais vous montrer comment. Voilà, alors Fuzzy Vendor, c'est la table qu'on vient de voir, c'est la table finalement sur laquelle je vais travailler, puisque je vais travailler en type de fusion externe gauche. L'externe gauche, ça conserve toutes les lignes de la première table, et on fusionne les lignes de la seconde table qui correspondent. Donc là, en l'occurrence, l'externe gauche, voilà, en version correspondance parfaite, j'aurai que les 3 premières lignes, alors qu'en fusion approximative, je vais essayer qu'il me rapatrie les 7 lignes, et donc le montant des ventes réelles et le montant d'objectifs de vente par vendeur. Alors, comment on fait? Tout simplement, on va dans l'éditeur Power Query, on sélectionne sa première table, en l'occurrence Fuzzy Vendor. Je vais fusionner des requêtes. Je veux que la fusion se fasse en générant une requête nouvelle.
Donc je clique sur cette fonctionnalité. Ici, donc on voit bien Fuzzy Vendor, c'est la table que j'ai sélectionnée. Je veux faire une fusion à partir du nom du vendeur. Je sélectionne ma deuxième table qui sera donc Fuzzy Vente et je lui indique que le champ à rechercher, c'est le nom du vendeur. Donc on voit bien que le type de jointure ici, c'est l'externe gauche, comme je vous ai déjà expliqué. Si j'utilise la fusion exacte, on voit bien qu'ici, bah, on va retourner 3 lignes sur les 7 initiales. Donc on va retourner, comme je vous ai déjà indiqué, Thomas, Lisa, Gustave, puisqu'on les retrouve parfaitement dans la première table. Maintenant, si j'utilise la fusion approximative, donc utiliser la correspondance approximative pour comparer la fusion, j'ai différentes options possibles. Donc le menu que Power BI nous propose à ce jour, c'est de définir le seuil de la fusion, c'est-à-dire que c'est une option qui indique combien les valeurs doivent correspondre pour être fusionnées, en sachant que 0 c'est la valeur minimum qui indique que toutes les données peuvent être reliées ensemble, et que 1 c'est la valeur maximum qui acceptera finalement uniquement les correspondances parfaites. Et par défaut, Power BI définit cette valeur à 0,80 si on utilise l'option de fusion approximative. Ensuite, ignorer la casse. Ignorer la casse, c'est une option qui indique si les valeurs au format texte devraient être comparées, donc en respectant la casse. Par défaut, la fusion ignore la casse. Ensuite, ignorer les espaces. Ignorer les espaces, c'est une option qui indique si les valeurs au format texte devraient être comparées avec ou sans espace. Par exemple, quelques valeurs avec espace ou quelques valeurs sans espace. Là, dans notre exemple, ça sera le cas de Chain1. Ensuite, le nombre maximal de correspondances. Donc c'est une option qui contrôle le nombre maximum de lignes à relier pour chaque ligne de la table d'entrée. Donc par exemple, si l'on souhaite uniquement une correspondance pour chaque ligne de la table d'entrée, on va renseigner une valeur 1. La valeur par défaut, c'est 0, c'est-à-dire que Power BI retourne l'intégralité des correspondances. Ensuite, vous avez ici la table de correspondance, enfin de transformation plutôt. C'est une option en fait qui autorise les utilisateurs à définir une autre requête qui contient une table de correspondance, de manière à ce que certaines valeurs puissent être automatiquement reliées lors de la logique de fusion. Microsoft sur son blog donne un exemple assez précis, c'est-à-dire qu'on peut définir une table à 2 colonnes au format texte avec donc les colonnes 2 et A et les valeurs Microsoft et MSFT, et en fait ça aura pour conséquence que ces valeurs donc seront considérées comme identiques, c'est-à-dire avec un score de correspondance de 1 par le moteur de fusion lors de la fusion. Donc concrètement, si j'avais Microsoft et MSFT ici et que j'indiquais une table de transformation avec ces deux colonnes, eh bien, il n'y aurait pas de souci pour fusionner. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais laisser tel quel, puisque ça me va bien. Ignorer la casse, bah, du coup, Pat, sans sa majuscule dans la seconde table, il sera bien reconnu. Et ignorer les espaces, Chain1, dans la seconde table, où il n'y a pas d'espace, sera bien reconnu. Donc je clique OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans le cadre d'une fusion, classiquement, hein, on a une colonne extensible. Donc, je clique ici et là, donc dans le mode développé, je vais pouvoir sélectionner les colonnes de la deuxième table que je veux rapatrier. Donc, personnellement, je ne veux pas l'ID, je le connais déjà. Le nom du vendeur, je vais le laisser pour que vous puissiez concrètement voir que ça a bien fusionné, mais dans un cas réel, je ne l'aurais pas rapatrié. Et j'ai bien besoin du montant des ventes réelles et du montant des ventes objectifs.
Voilà, donc là ça a fusionné. Donc là concrètement, Thomas a bien été, reconnu, Lisa a bien été reconnue, Gustave a bien été reconnu et les 4 autres ont bien été reconnus. On voit que Kate, bah, finalement, voilà, il m'a rapatrié, la ligne Kate. Loïc Rémy, il a reconnu que c'était Rémy dans la seconde table. Pat, on a bien Pat, sans majuscule et Chen Wang, on a de Chen Wan sans espace et sans le G à la fin. Donc voilà, c'est ça la fusion approximative. Ça peut servir dans des cas où vos tables d'entrée ne sont pas forcément très, enfin, de bonne qualité, ça peut avoir son utilité, mais attention quand même à l'utilisation qu'on en fait. On passe maintenant à la section sur la modélisation des données. Cette section donc va traiter des améliorations de l'éditeur de langage DAX. Donc concrètement en fait Microsoft cherche à rapprocher l'expérience utilisateur pour le DAX sur celle de Visual Studio Code qui est en fait leur logiciel de développement hein, informatique. Et donc on rapproche l'expérience utilisateur en ajoutant finalement des raccourcis clavier ainsi que, là comme on peut le voir à l'écran, des numéros de lignes de code et des lignes de tabulation. Voilà. Donc concrètement, donc les principaux raccourcis clavier, donc c'est ceux qui sont annoncés hein, par Microsoft hein, sur leur site. Donc Alt et ensuite la flèche du bas ou la flèche du haut, ça vous permet finalement de déplacer la ligne. Voilà, donc Alt bas, Alt haut. Vous voyez, la fonction switch, elle a été déplacée. Ensuite, Shift, Alt plus bas, ça vous permet de copier la ligne en haut et en bas. Donc voilà, donc ce Shift, Alt, bas. Voilà, là j'ai recopié la fonction trou vers le bas, la fonction trou vers le haut. Ensuite, vous avez donc contrôle et entrée, ça vous permet d'insérer une ligne ci-dessous. Donc là, vous avez la même chose hein, sous Excel. Hein, donc voilà, donc contrôle entrée, hop. Ensuite, vous avez contrôle Shift et Enter, ça vous permet d'insérer une ligne enfin, sur le dessus en fait, hein, sur la ligne du dessus. Donc contrôle Shift Enter, voilà. Vous avez ensuite Alt-clic qui vous permet d'insérer un curseur, donc ça peut être assez pratique, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, pour les utilisateurs d'Excel. Donc voilà, donc Alt-clic, hop, j'ai un deuxième curseur, voilà, donc je vais en positionner un ici et puis éventuellement un troisième ici, et ça vous permet finalement, voilà, je presse Entrée, vous avez trois curseurs, ça fait 3 fois la même action, ça vous évite d'avoir à refaire 3 fois les choses. Donc ça peut être assez pratique. Pour sélectionner une ligne, CTRL et I. Voilà. Ensuite, vous avez CTRL SHIFT plus L qui vous permet de sélectionner toutes les occurrences de la sélection en cours. Donc par exemple, je vais sélectionner Sum et je veux qu'il me sélectionne toutes les fonctions Sum de ma formule. Donc voilà, CTRL SHIFT L. Voilà, il m'a sélectionné les 3 fonctions sum que j'ai. J'aurais pu le faire aussi sur sales amount. Voilà. Ensuite, vous avez un autre procédé qui m'aurait permis de sélectionner toutes les fonctions sum. C'est CTRL F2 qui vous permet finalement de sélectionner toutes les occurrences du mot sélectionné. Voilà, donc je sélectionne sum, je mets CTRL F2 et voilà, j'ai mes fonctions sum qui sont sélectionnées. Voilà, alors, il y a encore deux autres raccourcis clavier qui sont annoncés par Microsoft. Personnellement, ça ne fonctionne pas, chez moi, donc ni sur le laptop, ni sur, la tour. Donc voilà, je vous les indique, enfin, dans une optique de parfaite, transparence. Vous avez CTRL SHIFT et anti-slash, qui vous permettrait
permettrait finalement de déplacer le curseur sur l'autre parenthèse. Donc ça vous permettrait par exemple d'être ici, vous mettez soit devant, soit après la parenthèse et ça vous emmènerait directement sur la parenthèse de fin. Donc dans des formules un peu complexes, ça peut être assez appréciable. Là, moi personnellement, en l'occurrence, j'arrive pas à le faire fonctionner. A priori, donc si c'est similaire à l'expérience sur Visual Studio Code, ça permettrait d'aller sur donc la parenthèse de fin, mais que ce soit finalement les parenthèses comme celle-ci ou finalement les parenthèses comme celle-là, vous voyez? Et ensuite, une autre fonctionnalité de raccourci que j'ai pas réussi à faire fonctionner, c'est contrôle plus donc les parenthèses carrées. Donc ça vous permet donc de tabuler ou de détabuler la ligne. Donc c'est en anglais hein, square brackets. Donc voilà, c'est ces parenthèses-là, vous voyez. Voilà. Et donc ça, c'est contrôle plus finalement des parenthèses carrées, donc pour tabuler, détabuler, mais là encore, personnellement, j'arrive pas à le faire fonctionner. On va passer maintenant à la section reporting. La première fonctionnalité dans la catégorie reporting sur le mois d'octobre, c'est le filtrage de base. Concrètement, c'est la possibilité de rechercher des valeurs dans la partie filtre du panneau de visualisation. Donc la partie filtre, c'est celle-là, hein. Donc là, j'ai cliqué en fait sur ce visuel. Je suis dans la partie donc champ du panneau de visualisation et à l'intérieur du panneau champ, j'ai la catégorie filtre. Et donc c'est là où je viens filtrer finalement les valeurs sur mon graphique principalement. Donc ici, vous voyez en fait, si je sélectionne le champ de date, j'ai cette petite icône qui apparaissait pas avant, qui me permet finalement de faire un filtre assez intuitif sur mes données. Si je veux sélectionner juste le mois d'avril, donc April en anglais, voilà, je filtre et ça filtre automatiquement mon graphique, mon visuel. Je peux donc bien évidemment défiltrer, voilà. Et ça maintenant vous l'avez sur tous les champs hein, de filtre, voilà. Donc c'est une fonctionnalité assez pratique. Dans la catégorie reporting, il y a de nouvelles fonctionnalités également sur l'amélioration de l'expérience utilisateur pour l'auteur de rapport. Donc concrètement, c'est plusieurs fonctionnalités en une. Ici, vous pouvez maintenant, dans le menu déroulant, vous déplacer à partir du clavier, flèche haut, bas. Si vous faites entrée, vous affichez le sous-menu déroulant. Si vous faites échappe, vous revenez au menu déroulant initial. Ensuite, vous avez de nouvelles rubriques que sont déplacer et déplacer vers. Donc déplacer, ça signifie déplacer une catégorie vers le haut ou vers le bas à l'intérieur d'un même sous-menu. Donc là, ici, par exemple, j'ai le sous-menu ligne et j'ai deux champs. J'ai catégorie et sous-catégorie. Et bien, je vais le déplacer sous catégorie vers le haut, par exemple. Voilà, donc ça a été déplacé. Avant, je pouvais uniquement déplacer ma catégorie par un glisser-déposer. Ça fonctionne encore. C'est à mon avis le cas le plus fréquent. Mais voilà, vous avez l'option déplacer qui est disponible. Si vous avez un seul champ, par exemple le champ sous-catégorie, il est en colonne, c'est le seul champ, et bien concrètement, vous aurez plus déplacé, mais vous aurez uniquement déplacé vers. Et déplacer vers, c'est quoi? C'est déplacer une catégorie dans un autre sous-menu du visuel. Donc là, concrètement, la sous-catégorie, elle peut être déplacée soit au niveau de la rubrique des lignes ou de la rubrique des valeurs. Donc si je repositionne ma sous-catégorie en ligne, voilà, je retourne à mon état initial avec la sous-catégorie en dessous du champ catégorie dans la rubrique des lignes. Mais l'option, la nouvelle fonctionnalité déplacer vers, elle s'adapte.
en fonction, du contexte. C'est-à-dire que, Power BI vous propose automatiquement, les champs, qui sont disponibles, pour déplacer, le champ en question. C'est-à-dire, dans ce graphique qui est, un pie chart, donc un camembert chez nous, vous pouvez déplacer, le champ des ventes, vers le champ, enfin vers la rubrique, légende, vers les détails ou vers l'infobulle. Donc si je déplace, vers, la légende, bah, voilà, votre champ, est déplacé, il est en légende. Bon là, en l'occurrence, c'est pas forcément un bon choix puisque, le visuel n'affiche plus rien. Mais, concrètement, c'est ça la nouvelle fonctionnalité, déplacer vers. Ensuite, il y a une nouvelle, amélioration, c'est l'amélioration sur le Q&A, donc c'est question and answer, le Q&A. Donc c'est finalement l'interrogation ou la création de visuels, par, le langage naturel. Dans Power BI Desktop et dans Power BI Service, il a été amélioré pour fonctionner avec les lecteurs d'écran. Et donc ça fonctionne, Microsoft l'indique, dans tous les modes pardon, de Q&A, incluant donc Q&A Explorer et la création de visuels par Q&A. Dans la catégorie reporting, vous avez également donc les améliorations des performances de la carte ArcGIS. Donc concrètement, ArcGIS, c'est ce petit symbole-là, ArcGIS Maps for Power BI. C'est une visualisation pardon, cartographique, dans laquelle vous pouvez donc afficher différents points géographiques sur une carte. Et donc en fait, cette fonctionnalité, d'octobre, c'est plutôt une mise à jour, qui permet, finalement aux cartes, de cet éditeur de se charger 50 plus rapidement, et a priori, elle fonctionne mieux dans les contextes de filtre, de zoom et de surbrillance. Ils ont aussi étendu, le nombre de coordonnées géographiques, que peut, supporter, cette carte. C'est-à-dire que là, elle peut supporter jusqu'à 30 000 coordonnées GPS ou 15 000 délimitations géographiques, qui sont donc des codes postaux, des régions, etc. Donc à l'écran, j'ai un peu plus de 3000 points géographiques sur donc les États-Unis. Et donc vous voyez que si je filtre ici, bah, concrètement ça va quand même assez vite. J'ai, des informations, sur, les, établissements médicaux, de, la zone de Cleveland. Voilà, donc c'est quand même assez rapide. Je pense que la visualisation elle est quand même, assez aboutie. Vous pouvez avoir un accès, payant, à ArcGIS, pour avoir des fonctionnalités un peu étendues. Et une chose qu'il faut noter, c'est que quand vous cliquez pour la première fois sur ce visuel-là, vous avez un petit pop-up sur la politique de confidentialité et les termes d'utilisation de ce visuel. Et concrètement, ben, il s'avère que ArcGIS récupère des données de vos visuels. Donc j'ai pas été étudier finement ce qu'il récupère. C'est un point quand même à investiguer si vous êtes amené à utiliser ce visuel dans vos rapports, puisque vis-à-vis de la RGDP, Règlement général sur la protection des données, il faudrait pas que vous ayez des données qui partent aux États-Unis ou qui soient exploitées par un tiers, si ce sont des données confidentielles et a fortiori donc des données de vos clients. Alors pour être tout à fait complet, sur, l'utilisation de la carte, ArcGIS, pour, accéder aux options, il faut que vous alliez sur les 3 petits points pour aller, cliquer sur modifier
Là, vous avez différentes options possibles de paramétrage, le fond de carte, le thème de la carte, le style du symbole, des épingles, vous pouvez aussi définir un temps de conduite, donc on va voir, tout de suite comment ça fonctionne et des couches de référence aussi, basées, sur, des indicateurs, ESRI mais uniquement pour les États-Unis. Donc le fond de carte, concrètement, vous pouvez par exemple passer cette carte en OpenStreetMap. Vous pouvez aussi avoir au format rue. Vous pouvez avoir des nuances de gris et des nuances de gris foncé. Donc là, par exemple, je vais le mettre en OpenStreetMap. Ensuite, vous pouvez avoir des emplacements uniques, tels que je les ai maintenant. Vous pouvez aussi avoir une carte de densité et aussi des agrégations de données. Voilà, donc ça peut être assez utile en fonction des cas d'utilisation. Ensuite, vous avez donc les styles de symboles, c'est-à-dire est-ce que vous préférez que ça s'affiche plutôt en carré ou en cercle, en losange, etc. Ensuite, vous avez la possibilité d'épingler des emplacements. Donc là, vous sélectionnez un emplacement et si vous cliquez dessus, il va vous mettre une épingle sur la carte version Google Maps. Ensuite, vous allez pouvoir définir un temps de conduite. Donc là, vous allez sélectionner un emplacement, par exemple celui-là, et vous allez dire, voilà, je veux la zone avec 10 minutes de temps de conduite. Voilà, et donc il vous fait la visualisation à partir du point sur où c'est que vous pouvez aller en 10 minutes de temps de conduite. Et ensuite, vous avez les couches de référence. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que pour les USA, sauf à avoir un accès payant, je pense à ArcGIS. Et donc là, vous avez par exemple le revenu par tête en 2016 pour les États-Unis. Plus c'est foncé, plus il y a du revenu important. Voilà, donc c'est des petits indicateurs, mais uniquement disponibles pour les États-Unis, en tout cas pour la version gratuite. Et maintenant, nous allons aborder la partie sur l'analyse des données. Je vais maintenant vous parler des modèles composites. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité en octobre 2018 qui autorise la publication de rapports dans Power BI Service liés à l'utilisation de modèles composites. Alors, pour comprendre cette nouvelle fonctionnalité, pour octobre 2018, il faut revenir quelques mois en arrière, en juillet 2018, et donc la publication de la fonctionnalité sur les modèles composites. Donc, qu'est-ce qu'un modèle composite? Un modèle composite, c'est un jeu de données qui va utiliser différentes sources de données, que ce soit différentes sources en mode direct query ou en mode import. Donc, pour comprendre ce que c'est, il faut tout d'abord savoir ce qu'est le mode direct query, ce qu'il implique, et aussi ce qu'est le mode importé. Donc, je vais juste vous montrer ici, dans un rapport, je vais pour obtenir des données, et je vais essayer de me connecter à une base de données Vertica, voilà, dont on reparlera tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, si je veux me connecter à une base de données Vertica, j'ai deux options. Soit je me mets en mode importer des données, soit je me mets en mode direct query, ici. Donc, le mode Direct Query, qu'est-ce que c'est? C'est un mode où on n'importe pas de données, on n'intègre pas les données de la base de données dans Power BI, ce qui fait que pour toute manipulation de visuel, Power BI va envoyer une requête au serveur source, ici la base de données Vertica, pour obtenir les données et les restituer dans le visuel. Ce qui peut être assez lourd
à gérer pour la base de données source. Tandis que le mode importé, c'est le mode qui est généralement utilisé dans Power BI à l'heure actuelle, puisque on importe les données de la base de données. Elles sont contenues donc dans la mémoire de l'ordinateur, donc ça utilise de la RAM. Le moteur Vertipack Power BI, c'est finalement ce qui fait tourner Power BI pour l'ensemble des requêtes. Et bien ce moteur donc va interroger les données qui sont déjà contenues dans la mémoire de l'ordinateur, ce qui est beaucoup plus rapide au final et beaucoup plus performant puisque Vertipack a été pensé pour ça. Le modèle composite maintenant, il induit un certain nombre de changements. Donc, jusqu'à la publication de cette fonctionnalité, en juillet 2018, lorsque vous vous connectiez à une source de données en mode Direct Query, il n'était pas possible de se connecter à une autre source de données, ni même d'importer un autre jeu de données. Et donc, ce modèle composite, cette fonctionnalité, elle lève cette restriction puisqu'elle permet en fait de combiner une ou plusieurs sources de données en mode Direct Query pour un même rapport et ou également, on peut combiner des données issues de connexions en mode Direct Query et en mode import. Donc là, on voit qu'on n'est plus limité à une seule source de données, ni même à un seul mode de connexion. On peut mixer l'ensemble. Et donc là, si on mixe l'ensemble, on parlera de mode double, de mode de stockage des données double, ou dual en anglais. Euh, et donc, avec cette fonctionnalité, définir une table avec le mode de stockage double, ça signifie qu'une copie de cette table va être importée dans Power BI et qu'en conséquence, les visuels qui utilisent uniquement les colonnes de cette table interrogeront la table importée plutôt que la base de données source. Donc, on peut s'attendre à des performances qui vont être améliorées puisque, comme je vous l'ai déjà indiqué, le moteur Vertipack va interroger des données qui sont déjà en mode local, et donc ça va être beaucoup plus performant. En plus de ça, la base de données source, elle sera beaucoup moins sollicitée, ce qui peut, pour de larges jeux de données, être intéressant pour l'administrateur. Et puis, par voie de fait, pour les utilisateurs également. Euh, alors, il est possible en fait d'afficher le mode de stockage d'une table dans Power BI. Là, vous mettez sur la table, vous attendez donc que ça apparaisse, et là vous voyez le mode de stockage qui est en mode importé là pour ma part, puisque je n'ai pas de connexion en Direct Query. Ou sinon, vous pouvez également cliquer sur les trois petits points ici, à côté de la table, et aller dans le menu propriétés. Et là, vous voyez que vous avez le mode importé, mais vous pouvez aussi avoir le mode Direct Query et le mode double. Bon, moi personnellement ici ça va pas fonctionner puisque je n'ai pas de connexion en mode Direct Query, donc je vais pas pouvoir ni utiliser le mode double, ni utiliser le mode Direct Query. Je suis uniquement, pour ma part, en mode importé. Euh, Alors, il y a quelque chose quelques points qu'il faut noter quand on utilise le modèle composite. Euh, c'est que le fait d'utiliser plusieurs sources de données en mode Direct Query pourrait constituer un risque pour la sécurité de vos données, puisque les requêtes qui sont envoyées par le système sont envoyées à toutes les sources de données. Donc, dans le cas de sources de données d'entités différentes, cela peut constituer bien évidemment une faille dans la confidentialité de vos données. Bien évidemment, si c'est la même organisation qui utilise plusieurs sources de données en mode Direct Query, là, il y a peut-être moins de questions à se poser, quoique les données sensibles, on peut vouloir ne pas les communiquer à un autre service. Ensuite, il faut noter aussi que les relations entre deux tables qui utilisent des modes de connexion différentes, donc que ce soit Direct Query ou le mode import, sont configurées dans une relation many-to-many. Donc le mode de relation many-to-many, donc là je vous amène sur les tables ici, hein.
Voilà, donc une relation, c'est quand vous avez finalement entre deux tables une relation. Alors là, je pense pas que dans mon modèle. Ah si. Voilà, donc on va mettre une relation many-to-many. Voilà. Donc une relation many-to-many, ça s'affiche comme ça. Donc ça veut dire que plusieurs County ID dans mon exemple vont être reliés à plusieurs latitudes et inversement. On voit que c'est en mode bidirectionnel, donc chaque table peut trier et filtrer l'autre. Donc ça peut engendrer des problématiques notamment de performance, d'avoir des relations en mode many to many. Ensuite, il faut noter encore une chose, c'est que les sources de données utilisables par le modèle composite, ce sont uniquement des sources de données tabulaires. Les sources de données multidimensionnelles ne sont pas encore supportées. Et donc j'en viens à la fonctionnalité d'octobre 2018. Donc le fait, enfin cette nouvelle fonctionnalité, elle permet de publier les rapports dans le service qui ont été générés sur des modèles sous Power BI Desktop, des modèles composites. Et préalablement, ce n'était pas possible de publier ce type de rapport. On va aborder maintenant le petit frère finalement des composite models, c'est-à-dire l'agrégation des données. Donc c'est une fonctionnalité qui a été publiée en septembre 2018. Bon, en résumé, cette fonctionnalité, elle offre la possibilité, lorsque la source de données est connectée en mode direct query, de créer une table d'agrégation afin d'importer les données agrégées dans Power BI, et ceci dans une optique d'amélioration des performances. Ainsi, seules les requêtes sur les données de détail sont transmises en mode direct query, puisque si je résume, si j'agrège finalement les données des ventes d'une journée entière et que j'ai un visuel qui interroge le total des ventes de la journée, et bien plutôt que d'envoyer la requête en mode direct query, le modèle va automatiquement s'orienter vers la table importée, qui est donc la table d'agrégation, et qui finalement aura agrégé le total des ventes sur une journée. Donc l'écran que vous voyez actuellement, il décrit finalement les 5 étapes pour paramétrer une agrégation. La première étape, c'est tout d'abord de créer une table. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exemple fourni par Microsoft lors de la présentation de septembre. Vous voyez, ils ont créé une table Fact Internet Sales Aggregation. Donc, cette table, elle est reliée à des tables de dimensions, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des nomenclatures au final. Vous avez la nomenclature géographique, la nomenclature des clients, donc c'est finalement la liste des clients, les dates, les catégories de produits, etc. Et ensuite, vous avez la table de faits qui est finalement ce qui s'est réellement passé en termes de vente, et c'est le Fact Internal Sales. Et donc cette table, en fait, la problématique que rencontre finalement l'utilisateur ou le développeur du modèle Power BI, c'est que cette table, en fait, elle fait des centaines de millions de lignes. Et là, il n'est plus possible finalement de l'importer dans la mémoire d'un serveur ou d'un ordinateur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois qu'on fait une requête sur le visuel Power BI, eh ben, il faut envoyer une requête à la source de données, qui peut être un entrepôt de données SAP ou autre. Donc là, pour éviter ça, ils ont créé l'agrégation. On agrège finalement des données pour ne pas avoir à solliciter en permanence la base de données source.
Donc j'en reviens à mes 5 étapes. La première étape, c'est donc de créer la table d'agrégation. Donc dans l'exemple, ils vont créer une table avec le total des ventes, les prix unitaires, le nombre de prix unitaires, et puis aussi le nombre de ventes réalisées. Et tout ça donc relié aux tables de dimension afin que le modèle fonctionne. Et vous constaterez que les tables qui ont été reliées, ce sont les mêmes tables enfin, auxquelles sont reliées la vraie table de fait qui s'appelle Fact Internet Sales. Ensuite, une fois qu'on a créé cette table d'agrégation, il faut aller la définir en mode import. Donc ça se passe donc à l'étape numéro 2. On l'a défini en mode import. Attention, cette étape, elle est définitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en mode direct query une fois qu'on a défini le mode de stockage en mode import. Donc Microsoft conseille dans son blog de septembre de 2018, il conseille finalement de sauvegarder, de faire une copie du fichier avant de faire ce changement pour que l'on puisse éventuellement revenir en arrière après coup. Et donc le fait de passer la table d'agrégation en mode import, et bien automatiquement toutes les tables qui lui sont reliées, c'est-à-dire dans notre exemple dim geography, dim customer, dim date, dim product subcategory, on va s'arrêter là. Donc ces tables-là, en fait, elles vont automatiquement passer en mode dual, donc en mode double. Et donc là, je vous renvoie à ce que j'ai déjà expliqué avant sur les modèles composites. Donc voilà, on a créé la table, on l'a définie en mode import. Automatiquement, les autres tables reliées sont passées en mode double, en mode de stockage double. Ensuite, on passe à l'étape numéro 4, c'est-à-dire gérer les agrégations, en anglais donc manage aggregations. Et donc là, en fait, on va définir ce qu'on veut faire en termes d'agrégation, puisqu'il y a différents calculs possibles en termes d'agrégation. Donc je vous en ai listé quelques-uns en bas à droite de l'écran. Vous avez group by, vous avez max, min, sum, count, etc. Donc ça vous permet finalement de faire différents types de calculs, donc, qui sont des calculs d'agrégation. Et ensuite, vous allez relier, donc là on est à l'étape numéro 5, par exemple sur Customer Care, on a utilisé le type d'agrégation group by, c'est relié à la table Fact Internet Sales, et on utilise le champ Customer Key de la table Fact Internet Sales. Donc c'est quand même assez simple à paramétrer. Maintenant c'est réservé, comme vous l'aurez compris, à de larges jeux de données. Donc ça ne sera pas pour tous les utilisateurs, mais c'est vraiment une fonctionnalité intéressante puisque associé au modèle composite, là on voit bien que Microsoft s'attaque aux bases de données d'une certaine dimension, donc vraiment multinationales principalement, ou aux sociétés qui gèrent des volumes de données assez volumineux. Et donc c'est un outil qui vraiment commence à devenir très très intéressant de la toute petite entité à la grande multinationale. Et donc pour revenir à la fonctionnalité sur les agrégations pour octobre 2018, la publication, c'est concrètement que les rapports qui utilisent l'agrégation de tables dans Power BI Desktop peuvent maintenant être publiés dans le service. Donc comme les modèles, enfin comme les rapports qui utilisent le modèle composite. Il y a une petite
Communication faite par Microsoft. Il fallait être attentif puisque c'est juste une phrase qu'ils ont mentionné dans leur blog, c'est que les retours d'expérience obtenus par Microsoft rendent a priori prochainement possible la mise en disponibilité générale du modèle composite. Donc on voit bien que pour une fonctionnalité qui a été publiée en pré-version en juillet 2018, là on est en octobre 2018, Microsoft annonce que prochainement la disponibilité générale peut potentiellement être publiée. Donc Microsoft va très très vite sur ces fonctionnalités pour les rendre disponibles de manière définitive. Alors voici donc la dernière catégorie, enfin la dernière fonctionnalité pour la catégorie de l'analyse des données, c'est l'explication de variations pour les mesures dites non additionnables. Donc est-ce qu'une mesure dite non additionnable, c'est par exemple une moyenne? Voilà, on ne peut pas additionner deux moyennes, ça n'a pas de sens. Euh, et auparavant, en fait, seules les mesures dites additionnables, telles que donc la somme, le nombre d'occurrences, etc., pouvaient bénéficier des analyses dites intelligentes fournies par Microsoft, et donc qui sont accessibles tout simplement par un clic droit. Et c'est le menu que vous voyez à l'écran, analyser. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une hausse. Donc on peut analyser la hausse. Donc on y va. Et donc vous voyez que pour les mesures non additionnables, puisqu'il s'agit d'une moyenne ici, euh, on va nativement nous proposer un graphique en regroupement de points, c'est-à-dire un dot plot. Euh, et si il ne s'agit pas d'une moyenne ou d'un ratio, dans ces cas-là, on va nous proposer un histogramme groupé. Donc là, en l'occurrence, c'est une moyenne. Donc c'est un graphique en regroupement de points. Donc au début, on ne sait pas trop comment le lire. Alors vous avez toujours la possibilité de cliquer sur le petit point d'interrogation pour que Microsoft vous explique comment analyser votre graphique. Donc là, en fait, il vous dit, hein, voilà, découvrez les changements de valeur ayant le plus grand impact sur une mesure de ratio. Dans ce nuage de points, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petits produits, small, et que leur évaluation moyenne a augmenté considérablement entre 2010 et 2011, entraînant une hausse de la moyenne globale. Donc on voit que voilà, l'analyse elle est proposée pour la catégorie small. Après on peut donc sortir de cette analyse automatique et commenter hein, en cliquant donc sur reçu. Et donc on a toutes les catégories large, medium and small qui sont dans nos données. Et donc là, bah, comment ça se lit concrètement? Vous voyez le cercle rose pour 2013, puisque les années, on les voit donc en abscisse, et la moyenne des ventes, on la voit donc en ordonnée. Donc pour 2013, on voit que le cercle est beaucoup plus gros qu'en 2014. Donc là, c'est finalement le nombre de ventes qui fait ça. Donc il y a beaucoup plus de ventes en 2013 qu'en 2012 et que la moyenne est légèrement un peu plus élevée pour ce genre de produit. Idem pour la catégorie médium et de manière un peu moins tangible pour la catégorie large. Voilà. Donc ça n'était pas possible avant hein, d'avoir ce type d'analyse intelligente par Microsoft pour tout ce qui était non additionnable. Donc je le répète, c'est la moyenne et les ratios notamment. Euh, Ensuite, je vais vous montrer ce qui était précédemment disponible, hein, donc pour les mesures dites additionnables. Et donc pareil, on va cliquer droit. Donc là, c'est mon total des ventes par année. Et donc vous voyez que le graphique proposé n'est pas le même. Effectivement, c'est un graphique en cascade
Pareil, je le trouve pas forcément, très facile à lire, à première vue, mais vous bénéficiez encore, en cliquant sur le petit point d'interrogation, des explications de Microsoft, qui vous dit que voilà, dans ce graphique en cascade, vous pouvez voir que l'augmentation des ventes entre 2010 et 2011 est due en majeure partie à la hausse des ventes de claviers, keyboards et d'ordinateurs, portables, laptops. Voilà, donc vraiment là, Microsoft fait un gros travail, d'analyse. Bon, ça va pas, révolutionner, toute l'analyse, de vos données, pour l'instant en tout cas, mais ça peut être intéressant, d'aller y jeter un petit coup d'œil et puis, vous pouvez après, ajouter ce graphique, proposé par Microsoft, donc l'ajouter, sur vos rapports. On va maintenant aborder la partie sur, les visuels personnalisés. Alors le premier visuel personnalisé, qui a été, publié, c'est, Mapbox. Concrètement, c'est pas un nouveau visuel, c'est un visuel qui a été mis à jour. Mis à jour pour avoir de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances. Alors pour accéder à ce visuel, il faut tout d'abord aller créer un compte chez Mapbox. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous avez en fait une clé API que vous allez renseigner dans l'Access Token ici. Hem, Mapbox donc indique que, maintenant il est possible de désactiver les contrôles de carte, à savoir le bouton zoom et de sélection, donc c'est ici. Concrètement, vous pouvez, dans, le panneau de format, aller désactiver, le contrôle Mapbox et vous pouvez également activer ou désactiver l'auto zoom, mais ça vous pouvez aussi y aller en cliquant dessus. Voilà. Hem, les infobulles sont plus intelligentes et elles affichent automatiquement les formats des dimensions sous-jacentes et seulement les dimensions contenant des valeurs. Donc là, vous voyez, j'ai mis, 2, champs de tooltips, donc qui sont la latitude et la longitude et en fait Mapbox, vient, me communiquer tous les attributs, liés, à la latitude et à la longitude. Voilà, donc on remarque aussi que en surlignant certains points, on a moins de, d'informations que sur d'autres. C'est tout simplement puisque, quand il n'y a pas de valeur, Mapbox ne les affiche pas. Il est possible d'ajouter donc une barre de recherche à la carte, donc c'est cette barre-là. Concrètement, si je tape, Milford, il va me proposer tous les Milford, qu'il trouve. Hem Et on peut, la désactiver, donc là c'est le géocodeur. Voilà. Et enfin, il est possible, d'épingler une localisation, sur la carte. Donc ce visuel, en fait, il est gratuit, jusqu'à 50 000 vues, par mois. Et Mapbox, indique ne pas recueillir de données hormis les types de vues utilisés, en sachant qu'il y a aussi une autre fonctionnalité qui peut être, un peu gênante, c'est que, ce visuel, il ne fonctionne pas sur des machines virtuelles, hein, parce qu'il doit avoir accès, finalement au CPU. Voilà, c'est un logiciel qui est enfin, c'est un visuel qui est assez intéressant. Voilà, maintenant il faut le travailler puisqu'il n'est pas forcément, très intuitif, pour un novice, en cartographie. Autre chose, comme, pour la carte ArcGIS, hein, vous pouvez, choisir, votre vue de visualisation. Voilà, donc c'est un visuel qui peut être intéressant, à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser. Alors maintenant, on va parler des visuels personnalisés proposés par la société Agvelon. Donc dans la publication d'octobre 2018, ils ont publié 6 nouveaux visuels personnalisés. Donc la spécificité de cette société, elle réside dans une zone finalement de sélection qu'on appelle le lasso rectangulaire, et donc qui permet finalement de sélectionner une zone et de filtrer les autres, ou de contextualiser plutôt les autres visuels de la page.
images. Et donc la société Agvelon sur cette publication, elle améliore grâce à cette fonctionnalité les visuels proposés nativement par Microsoft Power BI. Et donc là, on parle des 6 visuels qui sont en haut du panneau de visualisation. Donc ce sont le graphique à barre empilée, l'histogramme empilé, le graphique à barre groupée, l'histogramme groupé, le graphique à barre empilé à 100% et l'histogramme empilé à 100%. Donc ça peut être assez pratique hein, de sélectionner comme ça une zone, voilà. Euh, donc essayez ce visuel, je pense qu'il fonctionne plutôt bien. En, en sachant que dans la politique de confidentialité d'Agvelon, il s'engage à ne pas utiliser vos données et à ne pas non plus forcément les communiquer à des parties tierces. Donc dans le cadre de la RGDP, c'est quand même relativement intéressant. Il faut noter que ce n'est pas encore à ce jour, enfin ce ne sont pas encore à ce jour, puisqu'on parle de 6 visuels, donc ce ne sont pas des visuels qui sont certifiés pour Power BI. Donc vous savez que depuis la publication des nouveautés de juillet 2018, vous avez cette catégorie certifiée pour Power BI. Et dans les autres catégories, vous avez, pour reconnaître les visuels certifiés par Power BI, cette petite marque bleue. Donc ce ne sont pas, pour les 6 visuels publiés en octobre 2018 par Agvelon, ce ne sont pas des visuels qui sont pour l'instant certifiés pour Power BI, mais c'est tout à fait logique puisqu'ils viennent d'être publiés. Et comme je vous disais, moi personnellement, je n'ai pas trouvé de problème de performance à ce jour connu pour ces visuels. Voici maintenant les visuels personnalisés proposés par la société 3AG, donc 3AG hein, en français, voilà. Dans sa politique en fait de confidentialité, 3AG hein, stipule ne pas collecter de données sans autorisation écrite de la part de l'utilisateur. Euh, donc attention à ce que vous communiquez dans les autorisations express, hein, dans la politique générale de vente. Mais a priori, bon, j'ai pas vu dans les termes d'utilisation d'éléments qui pourraient laisser penser qu'ils vont recueillir vos données pour les utiliser. Mais bon, méfiance quand même. Si vous utilisez ce graphique, lisez quand même avec attention les termes d'utilisation. Donc, cette société, elle publie en octobre 2018 trois visuels personnalisés. Le premier que vous voyez à l'écran, c'est le column chart with small multiples. Donc, en français, on pourrait le traduire par histogramme avec des multiples peu nombreux. Alors, peu nombreux pourquoi? Parce que généralement, en fait, ce visuel compare deux scénarios, le réalisé contre le planifié, le prévisionnel par rapport au prévisionnel précédent, etc. Et il peut aussi fonctionner avec un seul scénario. Voilà. Et donc comment on lit ces graphiques? Concrètement, là, si on prend l'actual versus plan, donc le réel versus, enfin contre le planifié pour le deuxième trimestre de l'année 2018. Le premier qui est annoncé, donc actual, c'est-à-dire le réel, c'est toujours celui qui est en avant finalement du graphique. Et le planifié, donc c'est le petit carré, enfin la petite barre superposée que l'on voit derrière, ce qui permet en fait visuellement de savoir si on dépasse ou pas. Donc bon, c'est assez pratique. Personnellement, moi je le trouve pas forcément très intuitif au début, quand on se penche un petit peu sur comment l'utiliser, bon, il peut avoir son utilité. Voilà, après c'est à chacun de se faire son avis. Donc ça c'était l'histogramme avec des multiples peu nombreux. Donc vous avez aussi, hein, si on creuse un petit peu, pas mal d'options pour finalement formater les graphiques. Donc ça, je vous laisserai le loisir de les explorer. Euh,
donc on va passer au deuxième graphique. Donc c'est le graphique à barre avec variation absolue. Donc là, la logique est très légèrement différente. Donc vous retrouvez toujours cette superposition de scénarios, donc le réalisé contre le planifié. Et là, vous avez finalement la variation en valeur absolue. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est en valeur absolue, c'est-à-dire que si vous avez moins 4 ici, il va vous comparer 4. Il va vous prendre 4 pour faire finalement la différence entre l'actuel et le planifié. Donc là, le planifié était à 6, l'actuel était à 4, donc la variation c'est moins 2. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et donc vous voyez qu'ici il y a pas mal de petites fonctionnalités de formatage là encore, hein, pour ajuster les différents visuels. Et donc le dernier, c'est le même graphique mais en variation relative. Et donc là en fait on va pouvoir avoir enfin, voilà, une vision un peu différente des variations, notamment de cet indicateur. Donc voilà, là, cet indicateur, c'est sous forme d'un diagramme en chandelier qui montre voilà, les variations en valeur relative entre deux scénarios. Donc là, on a ressorti le pourcentage. Donc toujours, hein, on était à 6 en planifié, on est à 4 en réel. Mais voilà, la variation, enfin la différence en valeur relative, c'est 33% de moins par rapport à ce qui avait été planifié pour le 16 avril 2018. Voilà. Euh, donc l'éditeur précise voilà, qu'il contient ce visuel, des options de format qui incluent l'inversion des couleurs. Donc on peut par exemple inverser le rouge et le vert. On peut ajuster les unités, les milliards, les millions, les milliers, etc. Donc voilà, tout ça, ça se passe ici. Donc voilà, catégorise, data table, voilà. Et quand je vous parlais tout à l'heure de visuels certifiés, là on peut voir sur ce petit visuel que le forecast ici, alors forecast en anglais ça s'écrit pas du tout comme ça, il y a un E entre for et cast, donc on voit bien que c'est un visuel donc, qui est publié, mais sans garantie par Microsoft que le code derrière soit vraiment abouti, très robuste. Ce petit indicateur, enfin ce petit exemple est tout à fait anecdotique, puisque là il s'agit d'un libellé de catégorie, mais voilà, forecast, c'est mal écrit. Donc rien ne nous garantit que dans le code, il n'y ait pas des erreurs, enfin pas nécessairement des erreurs, mais un code qui soit pas tout à fait optimum. Voilà. Et donc là encore, c'est la catégorie certifiée pour Power BI qui peut vous prémunir contre ces problématiques liées nativement au visuel personnalisé. On va maintenant aborder la partie sur la connectivité. Le premier connecteur que l'on va aborder, c'est le connecteur web par l'exemple. Donc c'est une fonctionnalité qui était en préversion qui est maintenant passée en disponibilité générale. Et donc concrètement pour accéder à cette fonctionnalité, donc c'est un connecteur, donc c'est dans obtenir les données, c'est le connecteur web. Et ici, donc, vous avez deux options de base et avancée. Pour ce qui nous concerne, on va conserver la version de base. Je copie ici mon adresse web, donc l'URL. Je me connecte en cliquant OK. Ça établit une connexion. Ensuite, vous avez ici un affichage, enfin un bouton ajouter une table à l'aide des exemples. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette fonctionnalité qui est passée en disponibilité générale. Donc si je clique sur ajouter une table à l'aide des exemples, le logiciel donc affiche le site web, la page web, me charge une colonne. Personnellement, moi, je vais vouloir rapatrier la liste des jeux et leur prix. Donc, si je tape jeux ici et prix ici,
Ensuite, je vais renseigner des exemples pour que l'algorithme fasse ensuite le reste. Donc une eau, voilà, il l'a reconnu, il m'a proposé. Ensuite, 9,99, c'est le prix qui apparaît sur le site. J'ai juste à en taper deux normalement pour que ça fonctionne. Voilà, donc Monopoly Plus. Donc vous voyez qu'il a commencé l'algorithme à me proposer des choses intéressantes. Paf, au bout de deux, ça y est, j'ai la liste qu'il me propose. Hop. Là, vous avez le tarif, voilà, deux exemples et c'est parti. Et donc là, on voit que, par exemple, Arcade Game, c'est celui d'après, il est bien à 3 euros, à 3,99 $. Donc, a priori, ça fonctionne bien. Celui d'après, c'est Bridge Constructor, voilà, donc on peut mettre OK. Et on va charger la connexion, la table. Donc on attend 10 secondes que ça se fasse. Ici, donc, j'ai les tables qui apparaissent. Et donc, je vais insérer une table ici, le visuel table, avec mes jeux et mes prix. Et voilà. Concrètement, je me suis connecté à un site internet et j'ai récupéré les informations qui sont dessus. Donc pour ceux qui utilisaient précédemment dans leur rapport ce mode de connexion, il faut faire attention puisque avec la publication d'octobre 2018, si vous souhaitez rafraîchir automatiquement les jeux de données qui reposaient sur ce connecteur, il faut à minima maintenant la version d'octobre 2018 de l'On-Premise Data Gateway. Donc c'est quoi l'On-Premise Data Gateway? C'est finalement la passerelle qui va automatiser le rafraîchissement dans le service de vos données. Alors, les connecteurs suivants, ce sont les connecteurs d'SAP, donc SAP Business Warehouse Application Server et SAP Business Warehouse Message Server. Donc, concrètement, c'est pareil, on va dans obtenir les données. Voilà, plus. Et là, donc, on va taper SAP. Donc vous voyez qu'il y a trois connecteurs actuellement SAP qui sont tous dans la catégorie base de données. C'est SAP HANA, SAP Business Warehouse, et donc c'est le serveur d'application et le serveur de message de SAP Business Warehouse. Donc ces deux connecteurs-là, en fait, il y a une fonctionnalité qui est passée en disponibilité générale. Donc concrètement, si je tape sur SAP Business Warehouse, là, il va pas vouloir en fait me laisser accéder puisqu'il faut le connecteur SAP. Personnellement, je ne l'ai pas. Donc, je vais vous indiquer ce qu'indique finalement Microsoft sur son blog. C'est que cette version, elle comprend le mode implémentation V2 qui est maintenant en disponibilité générale. Et donc ce mode d'implémentation, il restitue normalement de meilleures performances et offre trois nouvelles options. Voilà, donc vous irez sur mon blog pour avoir, si vous le souhaitez, la traduction en français dans le détail de cette version mise en disponibilité générale. Là, je vais pas trop m'étendre dessus puisque je peux pas le démontrer à l'écran. Ensuite, il y a un autre connecteur qui a été passé en disponibilité générale. C'est le connecteur Vertica. Donc Vertica, c'est pareil, c'est une base de données, voilà. Donc on va taper Verti. Là, c'est dans la catégorie autre. Et donc si on met se connecter, là donc on peut afficher quelque chose. Donc on voit que ce connecteur il gère importer et direct query, donc c'est les deux modes de connexion dont on a déjà parlé précédemment. Donc ce connecteur il est maintenant en disponibilité générale. Et pour bénéficier du rafraîchissement automatique des données dans le service Power BI, eh bien il faut là encore disposer de la version d'octobre de l'On-Premise Data Gateway.
Alors maintenant, on va évoquer les connecteurs publiés par Microsoft, qui sont donc Dynamics Nav et Dynamics 365 Business Central, qui maintenant sont passés en disponibilité générale. Donc, quand on parle de Dynamics 365, pardon, Business Central, c'est le ERP dans les nuages, dans le cloud de Microsoft. Donc, ces connecteurs, en fait, ils sont disponibles dans la catégorie service en ligne, comme vous le voyez à l'écran. Et puis pour rafraîchir les données automatiquement dans le service Power BI, il faut disposer de la version d'octobre de l'on-premise Data Gateway. En ce qui concerne Dynamics 365 Business Central en mode local, donc celui avec entre parenthèses local, euh, Microsoft indique que les entités qui utilisent la version on-premise ont le choix de synchroniser tout ou partie des informations dans le cloud pour faciliter leur éventuelle migration intégrale dans le cloud. Donc on voit bien en fait ce que recherche ou ce qu'apporte Microsoft à ses clients, c'est-à-dire une possibilité pour migrer plus facilement ensuite vers le cloud, puisque pour l'instant la plupart des services informatiques préfèrent garder tout ou partie des informations en mode local. Mais l'avenir est certainement à davantage d'hébergement dans le cloud. Je vais vous faire une petite démo hein, sur ce connecteur, puisque Dynamics 365 Business Central est sorti courant d'été. J'ai bénéficié d'une version d'essai de cet ERP, donc je vais pouvoir m'y connecter. Et puis je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment fonctionne finalement euh, Dynamics 365 Business Central avec Power BI. Donc la société test, c'est la société Cronus. Et donc je vais importer le Customer Ledger Entry et le General Ledger Entries, donc, qui sont respectivement le grand livre auxiliaire client et le grand livre général, pour ceux qui connaissent un peu la compta. Voilà, donc le temps que les données soient importées dans Power BI, puisque là je suis en mode import des données. Voilà, donc là ça a été intégré. Donc pour faire rapidement ce qu'on appelle une balance AG hein, des clients, je vais prendre le numéro client, donc Customer Number. Je vais prendre le montant et je vais prendre la date d'échéance, donc due date, que je veux voir affichée en colonne. Et vu qu'il s'agit d'une date et que le connecteur est bien paramétré, il s'agit donc d'une hiérarchie de dates. Et donc je vais pouvoir affiner ma granularité. Donc là, je vois qu'en 2018, finalement, le client numéro 30 000 me doit 14 000 euros, puisque la date d'échéance était en janvier. Voilà, donc vous voyez qu'en 15 secondes, là, j'ai déjà créé quelque chose d'assez intéressant pour l'analyse. Je peux utiliser de la même manière le grand livre. Donc le grand livre, je vais pareil faire une matrice et je vais prendre le libellé de compte client, le libellé de compte général, pardon, et je vais vouloir récupérer le montant, mais aussi le débit et le crédit. Donc débit et crédit. Vu que c'est, comme je l'ai dit déjà, préparamétré, c'est directement exploitable. Je vais trier le libellé de compte par le numéro de compte pour que ce soit dans l'ordre dont on a l'habitude en fait, hein. Voilà. Donc là, il est déjà trié. Je l'avais déjà fait dans un test précédent. Et voilà, vous avez votre grand livre qui apparaît là en 15 secondes. Donc on voit que ça fonctionne bien. On va maintenant passer à la dernière catégorie. Ce sont les fonctionnalités qu'on n'a pas pu classer dans les autres catégories. Donc c'est la partie sur les autres fonctionnalités.
Alors la première des autres fonctionnalités pour octobre 2018, elle est quand même relativement importante puisqu'il s'agit du contrôle des options d'export de données pour les rapports. Donc là concrètement maintenant, si dans le desktop on va dans Fichier, Options et paramètres, Options, on a pour le fichier actif, dans Paramètres de rapport, des fonctionnalités relatives à l'export des données. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir si nos utilisateurs dans le service vont être en capacité d'exporter plus ou moins de données depuis les rapports auxquels ils ont accès. Donc la première des options disponibles, c'est autoriser les utilisateurs finaux à exporter les données récapitulatives du service Power BI. Donc là, depuis octobre 2018, il s'agit de l'option par défaut pour les nouveaux rapports. Précédemment, donc pour les rapports qui étaient déjà publiés avant octobre 2018, l'option par défaut, c'était la seconde option, c'était autoriser les utilisateurs finaux à exporter les données récapitulatives et sous-jacentes du service. Donc si vous avez des rapports qui ont été édités avant octobre 2018, vous pouvez venir manuellement changer l'option d'export des données si vous le souhaitez. Et enfin, la troisième option disponible, c'est ne pas autoriser les utilisateurs finaux à exporter les données du service. Voilà. Donc on peut paramétrer ça depuis Power BI Desktop, mais également depuis le service. On a aussi des fonctions pour, euh, on va dire, paramétrer les exports de données. Et donc là, vous allez dans le portail d'administration, donc il faut quand même avoir les droits, paramètres du client. Et il y a un petit paragraphe sur l'export des données. Donc là, en l'occurrence, moi, je l'autorise pour toute mon organisation. Et donc, si vous désactivez ici, concrètement, finalement, vos utilisateurs ne pourront pas exporter des données à partir d'une vignette ou d'une visualisation, pardon. Et donc vous pourrez l'appliquer soit à toute l'organisation, soit à des groupes de sécurité spécifiques. Donc vous avez quand même une certaine granularité dans le paramétrage du service Power BI. Alors voilà la dernière fonctionnalité de la publication d'octobre 2018. Il s'agit d'un paramétrage des Transport Layer Security. Donc en fait, c'est de la sécurité informatique, concrètement. Donc en français, c'est sécurité de la couche de transport. Voilà, donc ça c'est la définition qu'on peut trouver sur Wikipédia, hein, concrètement. Et donc, en fait, afin de renforcer la sécurité des communications, maintenant il est possible d'interdire l'usage du TLS 1.0 qui date finalement, c'est un protocole qui date de 1999. Et donc, il y a des versions de TLS qui sont plus récentes. A priori, donc maintenant on va jusqu'à TLS 1.3, donc la version numéro 3 de la norme de TLS. Et donc, Microsoft a décidé finalement de renforcer la sécurité de transmission des données en laissant la possibilité d'interdire l'usage de la norme la plus ancienne de TLS. Et donc, pour ce faire, Power BI respecte maintenant les clés de registre Windows. Donc ils indiquent hein, sur leur blog que pour désactiver l'usage du TLS 1.0 par les applications clients, puisque TLS fonctionne en mode client-serveur, vous pouvez en fait paramétrer les lignes suivantes dans le registre Windows. Voilà, et que à partir de là, Power BI respectera les clés de registre spécifiées dans ces pages et créera finalement seulement des connexions en utilisant les versions correctes de TLS. Voilà, donc là c'est un peu technique, donc je vous laisse aller parcourir les liens pour plus d'informations. Je vous ai mis donc les deux liens dans leur version française pour vous faciliter un petit peu la vie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a satisfait. N'hésitez pas à laisser des commentaires, positifs ou négatifs. Ça me permettra de corriger éventuellement certains aspects de la présentation. Voilà. À bientôt, à la prochaine publication.